Bonjour, Madame Hawesh, PEPM, à l'école de formation paramédicale El Biben. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème sur la fonction du système nerveux. On va parler d'abord des traumatismes crâniens. Alors, définition, le traumatisme crânien est un choc accidentel sur le crâne, compliqué ou non de lésions de l'encéphale. Les chocs accidentels sur le crâne représentent environ 80% des accidents domestiques de l'enfant. Les causes. Le nouveau-né ou le jeune nourrisson peut tomber de la table allongée. L'enfant qui apprend à marcher d'une chaise ou dans un escalier peut être également lié à la pratique du sport chez les jeunes enfants. Un accident de véhicule à 2 roues chez l'adolescent. Le degré de gravité. On répartit schématiquement les cas des enfants ayant subi un traumatisme crânien en 3 groupes, selon le risque de fracture et de complications neurologiques qu'ils présentent. Le groupe à très faible risque comprend les cas les plus fréquents, l'enfant de plus de 2 ans présente des plaies superficielles, des maux de tête ou des vertiges transitoires, habituellement seuls et justifiés une surveillance étroite par les parents à domicile. Le groupe à risque intermédiaire inclut les cas suivants. L'enfant d'un âge inférieur à 2 ans, sauf si le traumatisme est très bénin, l'enfant ayant eu une perte de connaissance d'une durée inconnue ou une atteinte de vomissement, d'une amnésie de l'accident, d'un traumatisme atteignant un autre endroit du corps, notamment la face, comme un saignement du nez. Épistaxis. Le groupe à risque élevé correspond aux enfants présentant un trouble de la conscience immédiat, une somnolence, apathie, surtout secondaire, survenant dans un deuxième temps après guérison apparente ou encore une fracture. Les signes cliniques. En dehors des cas les plus bénins, caractérisés par une douleur, un hématome ou une plaie du cuir chevelu. Les traumatismes crâniens peuvent être source de lésions primaires qui apparaissent immédiatement ou secondaires qui se produisent de quelques heures à plusieurs mois après le traumatisme. Les lésions primaires. Les lésions osseuses. Les lésions osseuses surtout en cas d'embarrure. Des lésions d'encéphale primaires ou secondaires. Les lésions de l'encéphale. La commotion cérébrale se traduit par des lésions diffuses de la substance blanche dues au déplacement et à l'étirement des structures nerveuses au moment de l'impact. Elle est responsable d'une perte de connaissance immédiate dont la durée est proportionnelle à l'intensité des lésions. La contusion cérébrale est une destruction des cellules nerveuses et des petits foyers de saignement qui peuvent siéger au point d'impact du traumatisme ou du côté opposé lorsque résulte d'un mécanisme de contre-coup. Elle entraîne, selon leur localisation, des troubles du comportement ou un léger déficit moteur, généralement sans gravité et réversible. L'hématome sous-dural aigu, une poche de sang collectée dans l'épaisseur des méninges. Il engendre rapidement une paralysie et des troubles de la conscience, somnolence pouvant aller jusqu'au coma. Les lésions secondaires. Les hématomes intracrâniens sont responsables d'un tiers des morts précoces et des 2 tiers de morts tardives par traumatisme crânien. Il s'agit des hématomes extraduraux situés entre la dure mère et la boîte crânienne. Se manifestent par des maux de tête et des troubles de la conscience, somnolence, coma. De l'hématome sous-dural chronique, situé entre l'encéphale et la dure mère, se traduisant de plusieurs jours à quelques mois après le traumatisme par des maux de tête, une hémiplégie, une aphasie, des troubles du comportement, le repli sur soi. Le danger de ces 2 types d'hématomes réside dans la compression cérébrale qu'ils provoquent. Le mode d'installation des symptômes qu'ils produisent est d'autant moins rapide que l'hématome apparaît tardivement. Ces hématomes peuvent, dans un bon nombre de cas, être dépistés par le scanner cérébral
et être traité, le cas échéant par une intervention chirurgicale conduite en urgence. Le diagnostic. L'interrogatoire du blessé ou de son entourage permet d'évaluer la violence de l'accident, de savoir qu'il y a eu perte de connaissance, ce qui suggère la formation d'un hématome. L'examen immédiat, qui sera répété au cours de la surveillance, s'attache au point suivant. État de conscience, signes neurologiques correspondant à une lésion localisée telle qu'un hématome, paralysie d'un membre, abolition d'un réflexe, plaie du cuir chevelu. Les radiographies du crâne à la recherche d'une fracture sont systématiques. Le traitement, quand il y a une perte de connaissance et même si le blessé semble aller parfaitement bien, une surveillance de 24 heures à 48 heures à l'hôpital est recommandée. En cas de coma ou de signes neurologiques, l'hospitalisation dans un service de neurochirurgie s'impose. Le scanner cérébral permet de mettre en œuvre un traitement adapté à chaque cas. En cas d'hématome sous-dural aigu, une réanimation est pratiquée en même temps qu'un traitement anti-œdémateux. Les hématomes extraduraux sont drainés chirurgicalement en urgence, tandis que les hématomes sous-duraux chroniques peuvent faire l'objet d'un drainage chirurgical ou d'une corticothérapie. Le pronostic. En cas de traumatisme grave, le décès survient le plus souvent au cours de la première semaine par trouble du fonctionnement cérébral. Dans les autres cas, on peut observer plusieurs types de séquelles. Les déficits moteurs par une paralysie et sensitifs par une anesthésie de la peau. L'épilepsie observe dans 15% des traumatismes sévères. Le syndrome post-traumatique ou syndrome subjectif des traumatismes du crâne, associés des maux de tête, un manque d'équilibre, des troubles de la mémoire et de la concentration, une insomnie, une fatigue et une irritabilité. Le rôle de l'aide-soignant. En fonction du score de Glaxon, en lien avec le médecin et l'infirmier, les soins de nursing peuvent être limités afin de ne pas majorer l'hypertension intracrânienne. En service de réanimation, et dans le cas où il n'y a pas de contre-indication, la toilette complète avec effleurage, changement de position en lien avec l'infirmier. Dans tous les cas, le lit doit être muni d'un matelas anti-escarre, soins de bouche, soins des yeux, être particulièrement attentif au transit qui sera ralenti du fait de la sédation, des drogues et de l'immobilisation. Évaluer les paramètres vitaux, pression artérielle, fréquence cardiaque, température, diurèse, fréquence respiratoire. Surveillance de l'état de conscience, surveillance des portes d'entrée à risque infectieux par des cathéters, sondes urinaires, sondes nasogastriques, sondes d'intubation, draps, etc. Accompagner la famille, transmettre les observations à l'infirmier et au médecin, noter sur le dossier de soins l'évolution de l'état neurologique et noter les paramètres vitaux.